Le prix de l'essence, le prix du pain, on ne sait jamais ce qu'on paiera demain, c'est l'inconnu total. Aujourd'hui, on va décortiquer l'outil financier qui a été conçu précisément pour ça, pour dompter cette incertitude, le contrat à terme. Alors oui, ça a l'air super technique comme ça, mais en fait, le principe de base est vraiment simple. Et tout part de là, de cette question toute simple en fait. Que l'on soit producteur ou acheteur, l'avenir c'est le grand flou. Les prix vont monter, ils vont baisser, qui peut le savoir? Eh bien, c'est justement ce problème-là que les contrats à terme tentent de résoudre. Alors, un contrat à terme, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est juste un pari, un coup de poker sur l'avenir? En réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Pour faire simple, c'est un engagement béton. Deux parties se mettent d'accord pour s'échanger quelque chose plus tard, dans le futur, mais elles fixent le prix aujourd'hui, maintenant. Et le mot-clé, le mot vraiment important ici, c'est ferme. Une fois que c'est signé, impossible de revenir en arrière, peu importe l'évolution du marché, le prix, le produit, la date, tout est verrouillé. Et ce quelque chose qu'on échange, dans le jargon financier, on appelle ça le sous-jacent. Et ça peut être à peu près n'importe quoi. Bien sûr, on pense tout de suite aux matières premières, le blé, le pétrole, des trucs concrets. Mais attention, le même principe s'applique à des choses complètement immatérielles. Des devises comme l'euro contre le dollar, ou même la performance de tout un indice boursier. La logique reste exactement la même. Bon, petit point important, tous les contrats à terme ne se valent pas. En gros, il y a deux grandes familles, deux catégories, avec des différences clés en termes de sécurité et de flexibilité. Et là, la distinction est vraiment importante. D'un côté, on a les futures. Pensez-y comme à du prêt-à-porter financier. Tout est standard. Ils s'échangent sur des marchés officiels, des bourses, qui se mettent au milieu et qui garantissent que tout le monde tiendra parole. Résultat, le risque que l'autre partie fasse défaut est quasi nul. Et de l'autre côté, on a les forwards. Là, c'est du sur-mesure. Deux parties négocient directement entre elles. C'est plus flexible, mais le souci, c'est qu'il n'y a personne au milieu pour jouer les arbitres. Si l'un des deux partenaires a un problème, eh bien, il n'y a pas de filet de sécurité. Ok, maintenant qu'on a vu ce que c'est, la question c'est pourquoi on s'en sert? En fait, il y a deux grandes raisons, deux grands objectifs qui sont un peu les deux faces de la même médaille. La première raison, on va dire la plus historique, c'est ce qu'on appelle la couverture. L'idée, c'est tout simplement de s'en servir comme d'une assurance contre les mauvaises surprises pour se protéger de la volatilité. Et puis, il y a la deuxième raison, la spéculation pure et simple. Là, le but du jeu n'est pas de se protéger. On ne produit rien, on ne va pas vraiment acheter la marchandise, non. Le but, c'est juste de parier, est-ce que le prix va monter ou descendre, et d'essayer de gagner de l'argent sur cette prédiction. Allez, pour que tout ça soit bien clair, rien de tel qu'un exemple concret. On va laisser tomber la finance un instant et on va parler de blé, d'un agriculteur et d'un boulanger. C'est vraiment l'exemple parfait pour comprendre le principe de couverture. Imaginez la scène, on est en mars. Un agriculteur vient de semer son blé. Sa plus grande peur, c'est qu'il y ait une super récolte partout dans le monde et que les prix s'effondrent au moment où il devra vendre, en septembre. Et de l'autre côté de la chaîne, on a un grand boulanger. Et lui, il a la peur exactement inverse, une sécheresse qui ferait flamber le prix de sa matière première. À ce moment-là, en mars, le marché propose en prix pour une livraison future, en septembre, à 220 € la tonne. Et ce prix-là, 220 €, il convient à tout le monde. L'agriculteur, il fait ses calculs, il se dit à 220, je gagne bien ma vie. Et le boulanger, de son côté, se dit 220, c'est un prix correct, je peux l'intégrer dans mes coûts. Parfait, ce sera donc la base de leur accord. La solution pour eux est donc toute trouvée, ils vont signer un contrat à terme. Concrètement, l'agriculteur s'engage à vendre 1000 tonnes de blé à 220 € la tonne en septembre. Et le boulanger, lui, s'engage à les lui acheter à ce même prix. Peu importe ce qui se passera sur les marchés d'ici là, que le prix explose ou s'effondre, leur transaction à eux, elle est verrouillée. L'incertitude a disparu. Ok, avance rapide. Les mois passent, la récolte a lieu, et nous voilà en septembre. C'est le jour J, l'échéance du contrat, le moment de vérité. Et évidemment, le prix du marché, lui, il n'est plus à 220 €. Alors, comment ça se passe pour notre agriculteur et notre boulanger? Alors, regardons les deux cas de figure possibles. Premier scénario, la récolte mondiale a été incroyable. L'offre est énorme et le prix du blé sur le marché s'est effondré à 180 €. Là, l'agriculteur est entre guillemets le gagnant. Pourquoi? Parce qu'il vend son blé à 220 comme prévu, alors que le marché n'en propose que 180. Le boulanger, lui, paye plus cher que le prix du jour, mais il paye le prix qu'il avait prévu. Pas de mauvaise surprise. Deuxième scénario, tout l'inverse. Une grosse sécheresse et le prix du blé s'envole à 270 €. Cette fois-ci, c'est le boulanger le gagnant du deal. Il achète son blé à 220 alors qu'il en vaut 270. L'agriculteur, lui, passe à côté d'un plus gros profit. C'est un fait, mais il a quand même vendu au prix qu'il s'était fixé. Et c'est ça le plus important. Dans les deux cas, leur objectif principal est atteint. Ils ont éliminé le risque.
Et cet exemple, il illustre parfaitement la véritable fonction de ces contrats. Le but du jeu, ce n'est pas forcément de gagner ou de perdre par rapport au marché du jour. Non, le vrai but, c'est d'éliminer l'incertitude pour pouvoir piloter son entreprise sereinement. Finalement, tout se résume à cette idée. Le contrat à terme, c'est un peu une machine à voyager dans le temps, mais pour les prix. Ça permet de prendre une inconnue de demain et de la transformer en une certitude aujourd'hui. Attention, l'agriculteur et le boulanger n'ont pas fait disparaître le risque par magie. Non, ils l'ont juste transféré. À qui? Eh bien, souvent à un spéculateur, quelqu'un qui est justement payé pour prendre ce risque. Et ça nous amène à une dernière question. En permettant à chacun de se débarrasser de son propre risque, est-ce que ces marchés financiers ne finissent pas par concentrer tous ces petits risques en un seul et même endroit? Et est-ce que ça ne crée pas, au final, un risque beaucoup plus grand, un risque pour tout le système? C'est un des grands paradoxes de la finance moderne. Et c'est un débat qui est très, très loin d'être terminé.